Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Je suis Jocelyn Bouillot, je suis directeur pour Lyon Innov Campus. Je me représente pour vous, mais vous me connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. Je me présente aussi pour les étudiants des autres campus Innov qui nous suivent en stream. Je ne ferai pas la modération personnellement, donc on fera venir les questions des étudiants des autres campus par nos modos, Pauline et Stevie, que je remercie pour la technique de ce stream. J'avais quelques questions, moi, parce que le sujet là qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la PME. Je crois savoir que vous êtes tous en alternance aujourd'hui, vous êtes tous dans des entreprises. Combien sont dans des entreprises de plus de 5000 personnes chez vous? Ok, donc grand groupe. Pour la plupart, entre 1000 et 5000? Ok. Moins de 1000? Entre 500 et 1000, on va dire. Ok. Ça commence à devenir intéressant. Moins de 500? Ok. Ok. Et moins de 500, c'est quoi? C'est entre 100 et 500? Ou plus petit? Ok. Donc on est pile dans la cible. Bon, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis aujourd'hui le responsable technique de l'offre cybersécurité chez Visiative. J'ai un background plutôt infrastructure pour le coup que dev. Infrastructure, mais j'ai très rapidement infrastructure réseau et sécu. Et puis un jour, je me suis rendu compte que la technique, ça ne suffisait pas, donc j'ai basculé plutôt vers la gouvernance de la cybersécu. Et j'ai été RSSI dans le milieu bancaire, donc dans un milieu où la contrainte de cybersécurité est très forte. Et j'ai rejoint Visiative il y a maintenant, ça passe vite, 7-8 ans. Entre autres pour gérer la cybersécu de Visiative et puis assez rapidement pour créer une offre de cybersécu chez Visiative. Alors, pour que vous compreniez pourquoi Visiative, Visiative, c'est un acteur qui est aujourd'hui une grosse ETI, on va dire. Donc on est 1500 collaborateurs. On existe depuis 35 ans et notre cœur de métier, c'est la CAO 3D. Et on est le premier intégrateur européen des logiciels de Dassault Systèmes. Donc SolidWorks, CATIA, etc. Cet ADN-là fait qu'aujourd'hui, nos clients, on en a près de 25 000, ce ne sont que des PME ETI de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'on était dans leur bureau d'études il y a 30 ans et que donc on a grandi avec eux. Et on a grandi avec eux sur le digital, puisqu'en fait on a amené l'informatique dans leur bureau d'études il y a 30 ans. Et puis au fur et à mesure que la numérisation est avancée, nous-mêmes on a grandi, on est devenu éditeur de logiciels et on est aujourd'hui un acteur de ce qu'on appelle la transformation numérique au sens large. Donc ces PME-là, quand elles ont des projets de digitalisation, globalement, elles se tournent assez naturellement vers nous, Visiative. Et donc quel rapport avec la cyber, vous allez me dire? En fait, assez naturellement, ces entreprises, plus on les digitalise, plus elles sont en risque, plus elles sont en menace. Et donc, plus il faut qu'elles se protègent. Et en fait, on y est arrivé à la cybersécurité presque plus tiré par nos clients que par ADN. Objectivement, hein, on a un ADN qui est très digital, industrie, transformation numérique. On n'a pas un ADN qui est cybersécu. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les clients se sont tournés vers nous parce que sur ce marché-là, ils avaient affaire qu'à des experts, comme vous allez le devenir probablement, ou comme vous l'êtes peut-être déjà, des experts techniques. Et en fait, le problème de la PME industrielle, c'est que l'expert technique, elle ne comprend rien à ce qu'il dit. Et donc, elle n'arrive pas à se mettre en mouvement. Et c'est là où on est passé d'expertise qu'on avait chez Visiative, comme moi, de cybersécurité pour protéger Visiative, à se dire mais comment est-ce qu'on peut accompagner nos clients PME sur ce sujet-là. Donc on a construit quelque chose autour de l'accompagnement de la PME. Et donc, pour ceux qui sont venus chercher une conf technique aujourd'hui, vous allez être déçus. Parce que justement, nous, chez Visiative, ce qu'on essaye de faire, c'est cacher la technique. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des experts comme vous, hein, au contraire, on en a plein et on en cherche, parce qu'évidemment, on a besoin d'expertise. Par contre, le client, la PME, elle n'a pas besoin de voir ce niveau de complexité. Elle a besoin de comprendre les enjeux, elle a besoin de savoir où est-ce qu'elle doit investir, elle a besoin de savoir ce qu'elle doit faire pour être protégée, elle a besoin d'être accompagnée. Et après, évidemment, l'expertise vient
vient travailler sur le sujet. Donc j'espère que vous n'avez pas été contraint de venir, mais ce ne sera pas un sujet technique. Et en plus, je serai assez mal placé, parce que comme je n'ai pas un background de dev, je ne suis pas pentester. J'en ai plein dans mes équipes et je les adore, mais, mais ce n'est pas mon ADN à moi, le pentest, et la technique, la vulnérabilité, même si bien sûr le sujet est important. Ok, donc le sujet c'est la PME, donc quelques bases. Là j'espère que je ne vous apprends rien, franchement, en Master 1 et Master 2 cyber, je pense que je ne vous apprends rien du tout. Disponibilité, intégrité, traçabilité, confidentialité, ça c'est ce qu'on veut maintenir quand on parle de sécurité. Et après, quand on a une vision globale des risques, moi j'ai été RSSI dans la gouvernance, on ne parle pas que des risques cyber en fait, hein, on parle de l'ensemble. Donc les défaillances, les erreurs humaines, les catastrophes naturelles, les incidents environnementaux, tout ça. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je vous rassure. Je vais me concentrer sur le principal risque, et là on va parcourir quelques études ensemble pour comprendre vraiment quelle est la menace. Parce que vous la voyez, je pense techniquement, c'est assez clair. Après, c'est bien de comprendre en termes de volume et d'études pourquoi c'est bien les actes malveillants externes la principale menace. Donc en gros, c'est les hackers. La PME aujourd'hui, sa principale menace, c'est les hackers. Au moins, on est clair là-dessus. Ce que je vous propose pour essayer de dépeindre le sujet, c'est justement les études. Donc là, il y a un sujet qui peut-être va vous intéresser, vous, c'est qu'il y a beaucoup d'études. Toutes les études sont mauvaises. En fait, il faut les prendre dans la globalité, il faut faire des métas pour essayer de comprendre. Pourquoi? Parce que toutes les études ont forcément un commanditaire. Donc souvent, c'est des éditeurs. Donc ça leur arrange bien, l'éditeur d'EDR, ça leur arrange bien de dire que la principale menace, c'est les trucs qu'il est capable de protéger, quoi. Voilà. Donc les études sont toutes biaisées. Donc pour avoir une vision un peu claire, on est obligé de faire de la méta. Donc prendre plein d'études ou trouver des gens qui ont fait des méta-études. Je ferai un petit mais tout petit point sur les spécificités de l'OT. Parce que comme Visiative, on a un ADN très industriel. L'industrie aujourd'hui, forcément, c'est de l'OT. Hein, les chaînes de production sont informatisées. Il y a des menaces spécifiques cyber sur l'OT. Donc je ferai un petit parallèle très rapide là-dessus. Élément intéressant, quand on se protège, quand on essaye de se protéger, il faut connaître son ennemi. Donc on regardera, et là je pense que vous en savez autant que moi, donc on fera de l'interactif. Hein. Ce sera intéressant que vous me disiez ce que vous en pensez sur notre analyse du profil des attaquants. Les types et vecteurs d'attaque, ça c'est pour savoir ces attaquants, qu'est-ce qu'ils utilisent comme technique, quelles sont les plus courantes et donc celles contre lesquelles il faut se protéger. Et puis la PME face à tout ça, quoi. Parce que c'est très compliqué et la PME, elle a peu de moyens, souvent peu de compétences, parce que celles qui ont la chance d'avoir des alternants comme vous, ça veut dire qu'elles ont déjà un bon niveau de maturité. Parce que nous, les PME qu'on voit, la plupart n'ont pas d'alternants en cybersécu. Hein. Donc celles chez qui vous êtes, c'est top, ça veut dire qu'elles ont déjà un niveau de maturité et qu'elles commencent déjà à se muscler en termes de compétences sur le sujet. Donc ça, c'est top. Bon, la démonstration de l'exploitation d'une faille, vu le public, je pense que je vais la passer rapidement, surtout qu'en plus c'est un truc hyper basique. Voilà. Et puis on regardera comment on protège une PME. Donc en gros, est-ce qu'elles sont bien protégées? Ça, je pense que vous avez déjà la réponse. Et comment faire pour la protéger. Ça vous va comme programme? Hyper interactif, je vous pose des questions, vous avez le droit de m'interrompre, même lever le doigt, dire j'ai une remarque, hein, ce sera plus sympa. Donc l'état de la menace. Là, l'idée, on va passer rapidement dessus, mais l'idée c'est de comprendre le risque. Aujourd'hui, c'est devenu top 10 risque mondial, la cybersécu. Donc ça paraît bête à dire comme ça, mais sur des études assez récentes du World Economic Forum, donc là on prend vraiment l'ensemble des risques économiques. On est vraiment sur du macro. Aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est devenu top 8. Donc, ça veut dire que ça correspond à un niveau de risque qui est vraiment énorme. Alors, pour la PME, ça n'a pas de sens, mais ça permet de comprendre en fait ce sujet-là dans le monde, ce que ça représente.
on en discutait tout à l'heure avec Jocelyn, en fait, il y a presque, quand on a cette vision un peu globale, il y a presque un sujet sociétal derrière la cybersécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'économie des pays, donc l'économie de la danger face à ce risque-là. Donc en fait, former, enfin, ce que fait Innov, ce que fait Visiatif, ce que font tous les acteurs de la cyber en France, ça a aussi quelque part une valeur sociétale de dire il faut qu'on protège notre économie, quoi. Ça va jusque-là. Bon, les coûts, je vous passe rapidement. J'ai mis à chaque fois les sources. C'est toujours intéressant d'aller lire ces études. Il y a l'étude du FBI, qui est franchement super intéressante. Évidemment, celle du World Economic Forum. Mais il y a des études comme ça assez intéressantes. Il y a une étude ici qui est très controversée. Vous allez entendre parler souvent de 10 000 milliards. Là. De 10 000 milliards de dollars pour les dommages liés au cybercrime. Bon, en fait, ça fait crier. En fait, le CISA, là, aux États-Unis, il pense plutôt que c'est autour de 1 000 milliards. Mais c'est déjà gigantesque, quoi. C'est déjà énorme. Donc, les sources sont intéressantes. Après, quand on ramène ça, plutôt en France, donc évidemment, nous, on est un tout petit pays dans le monde, hein, donc bien sûr, les chiffres sont à notre échelle. Mais c'est quand même assez alarmant. 2 milliards d'euros. Voilà, donc ça c'est une étude économique assez intéressante aussi de Antares qui date de l'année dernière. 385 000 cyberattaques réussies. Et ce qui va m'intéresser moi et pour la conf d'aujourd'hui, c'est les PME, 1 sur 2 en 2023. Une PME sur 2, c'est incroyable. Et 85% des attaques visent la PME. Donc c'est là où c'est pour ça que le petit vote à main levée au début, il était important pour moi. C'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, elles sont pourvues en compétences, elles sont pourvues techniquement. Et les hackers, ils n'ont plus envie de se casser les dents, en fait. Les hackers, ils s'attaquent aux gens qui sont faciles à attaquer parce qu'ils cherchent du retour sur investissement et ils cherchent de l'argent. Les hackers ne sont plus des experts. Alors il y a toujours des experts, on en parlera tout à l'heure sur qui on a en face de nous. Mais en fait, les experts, ils ont arrêté de faire des attaques. Hein. Ils revendent leur logiciel. Hein. Ils ont des affiliés, et c'est les affiliés qui font les attaques et qui prennent les risques. Hein. Donc les vrais experts, il y a bien longtemps qu'ils ne font plus d'attaques. Et donc ceux qui attaquent, c'est des gens qui sont peu compétents, qui utilisent des outils et qui cherchent, et qui sont des criminels en fait, tout simplement. Hein. Ce sont des criminels. Donc ça, c'est important de le comprendre. Je passe rapidement, toutes les sources sont là. Là, j'ai ajouté récemment, parce que c'est un truc qui est sorti, c'est le Navigateur 2024 d'Orange Cyberdéfense. Et c'est assez intéressant parce que c'est une des seules études, parce que ça aussi, c'est très difficile de trouver des études qui ciblent la PME. Ou en tout cas, qui, dans leurs résultats, donnent des informations sur la PME. Et Orange Cyberdéfense l'a fait pour la première fois cette année, là, en 2024. Ils ont classé par petite, moyenne, grande entreprise avec ce prisme-là. Donc la petite, c'est moins de 50. La moyenne, c'est 50-250. Et pour eux, ils estiment que la grande, c'est plus de 250. Donc là, on a un prisme presque TPE-PME. Donc c'est assez intéressant. Et puis là, moi, ça m'intéresse aussi parce que c'est notre ADN, c'est l'industrie. C'est que on se rend compte que tout ça là, c'est la fabrication. Et ça, c'est le commerce de détail. Donc c'est lié aussi, voilà. Donc en gros, on se rend compte que non seulement c'est les entreprises petites, mais en plus c'est les petites entreprises qui font de la fabrication qui sont visées, quoi. Et ça, c'est la réalité 2023 en France. Donc c'est vraiment là en fait qu'est le sujet. Un petit exemple dont vous avez certainement entendu parler, c'est Lise Charmel. Ça c'est pour montrer qu'au-delà des grands chiffres, quand on prend un cas d'une PME en plus un peu, c'est une belle aventure qui s'est retrouvée en redressement judiciaire à la suite d'une attaque. C'est là où, encore une fois, je fais le lien sociétal. C'est-à-dire qu'au-delà de la partie technique, c'est notre économie, c'est les fleurons de notre économie qui potentiellement peuvent être mis à terre parce qu'ils se font attaquer. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que Lise Charmel, ils ont pris le parti
d'être hyper transparent dès le début et de communiquer. Et ça, je trouve ça top. Et le président de Lise Charmel et même la DSI, qu'on a vu plusieurs fois sur des événements cyber, ils témoignent régulièrement, ils expliquent pour évangéliser auprès des autres PME à quel point ça peut vraiment tuer une entreprise, quoi. Donc il faut se mettre en mouvement. Alors petit point sur l'outil, là je vais vous passer les schémas techniques. J'ai cru comprendre que vous aviez un professeur en plus qui avait travaillé chez... qui doit bien connaître le sujet, certainement mieux que moi. Ça c'est juste pour dire que c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc déjà, si vous avez l'impression que l'infrastructure informatique, c'est compliqué, allez voir une infrastructure OT. C'est encore pire. Et dans l'OT, en fait, le problème de l'OT, c'est, on va dire, la dissonance entre ce qu'il faudrait faire et ce qui existe dans la vraie vie. Ça, là, c'est un truc, alors en plus, ça date de 2017, hein, donc c'est pas tout neuf. Ça, c'est ce qui est préconisé quand on monte une infrastructure OT, en termes d'infrastructure. Et ça, c'est la réalité qu'on voit chez nos clients. Donc en fait, on a un vrai problème, là pour le coup, qui est culturel. C'est-à-dire que les équipes qui gèrent l'usine, et donc qui gèrent l'OT, elles ne comprennent pas ce que disent l'IT et inversement. Elles n'utilisent pas les mêmes termes pour parler des mêmes choses. Elles n'ont pas les mêmes enjeux. Les équipes informatiques industrielles, elles ont des enjeux de sûreté, alors que nous, on a des enjeux de sécurité. Donc c'est vraiment différent. Et cette convergence-là que tout le monde appelle de ses voeux, en disant l'OT et l'IT, ça doit forcément converger, puisqu'aujourd'hui, avec l'informatique des objets, avec, on en parlait tout à l'heure, les chaînes de production informatisées, la data qui est collectée, etc., évidemment qu'aujourd'hui, c'est comme ça l'OT et l'IT. Mais sauf que cette convergence culturelle-là, elle n'existe pas en vrai, dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on est encore dans les ateliers. Le gars de l'IT, il n'a pas le droit de mettre les pieds dans la chaîne de production et inversement. et c'est vraiment ça, c'est ce qu'on rencontre chez nos clients et c'est compliqué. Et pour vous donner un exemple, ça j'aime bien le citer parce que c'est un vrai exemple qui nous est arrivé chez Visiative. On a fait un pentest dans une petite PME industrielle. Et donc nous, ce qu'on dit dans ces cas-là, c'est que quand on fait des pentests dans des PME industrielles, en général, on est mandaté par la DSI. Par la partie informatique, pas par la partie OT. Donc en général, on leur demande, on leur dit, surtout, vous nous donnez bien les scopes pour qu'on n'aille pas pentester la chaîne de production. Parce qu'on n'a pas envie de péter la chaîne de production, en plus on n'a pas le mandat. Donc on est hyper prudent. Mais sauf que, comme le cloisonnement n'est pas là, de temps en temps, nos pentests, ils arrêtent les chaînes de production. Et là, typiquement, cet exemple, il est assez parlant. C'est qu'en fait, dans cette boîte, il y avait un PC, Windows, qui en fait pilotait la chaîne de production et qui était sur le réseau informatique. Et quand on l'a pentesté, alors pour le coup, il y avait un EDR dessus, donc pas mal. Quand on l'a pentesté, l'EDR s'est déclenché, puis il a coupé le réseau pour se protéger, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à que ça plante la chaîne de production. Et voilà, donc ça c'est la réalité du terrain et c'est assez marrant je trouve comme exemple parce que pour le coup ça a permis de faire prendre conscience à la PDG en l'occurrence de cette entreprise qui, malgré qu'elle ait perdu près de 4 000 € par heure de production, donc 22 000 € de perte de production, elle s'est rendue compte à quel point c'était important de sécuriser son IT et de séparer son IT et son OT, quoi. Donc elle nous a au final un peu félicité du truc, mais nous franchement on n'a pas fait les malins sur le coup. Et pour finir sur l'OT, ça c'était pour vous dire qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations que l'IT et que donc eux, leurs préoccupations c'est plutôt les dommages physiques, l'attaque sur la supply chain, etc. Parce qu'évidemment quand il y a une chaîne de production, si jamais il y a un problème sur l'informatique de la chaîne de production, potentiellement ça peut faire des dégâts physiques et donc des dégâts même sur les gens qui sont autour de la chaîne. Donc c'est pour ça que la différence culturelle est importante. Dans ceux qui sont dans les PME, là, il y en a qui sont dans les PME industrielles? Ouais, très bien. Chaîne de production. Et dans votre rôle, on vous demande de regarder l'OT ou pas? Ouais, c'est bien. C'est bien. Et votre approche, c'est plutôt cloisonnement ou vous essayez d'aller régler les failles de l'OT?
Les deux? Ah, c'est vachement bien. Donc, nous, retour d'expérience, hein, c'est tellement difficile d'aller toucher des logiciels industriels qu'on préconise plutôt le cloisonnement à mort. En plus, il y a un autre sujet, c'est que souvent, les logiciels, ils sont sous la responsabilité de la boîte qui a installé la machine. Donc en fait, des fois, l'entreprise n'a même pas la main réellement sur le logiciel industriel. Donc voilà. Donc nous, on préconise vraiment. Allez-y, allez-y. Bon, voilà, pour finir sur. C'est ce qui fait que. Ça, je vais passer vite, mais c'est un exemple. Buster Lord, qui est assez connu, c'est un leader d'un groupe de hackers. Il a 27 ans, ça fait 10 ans qu'il fait du hacking. Et lui, en fait, son job, enfin, il ne fait pas d'attaque, hein, il s'est retiré, il ne fait plus d'attaque. Son job, par contre, c'est qu'il documente pour les autres. Et il dit, bah, regardez, je vous ai des procédures, toutes faites, toutes prêtes. Vous voulez mener une attaque, vous prenez le guide Vous prenez le guide qui est super bien fait, d'ailleurs, elle a fait une belle couverture, enfin franchement c'est du beau boulot, hein. C'est du beau boulot. Vous achetez le manuel, et dans le manuel, vous avez tout pour mener une attaque. Donc ça, c'est la réalité de... mais quand je dis tout, c'est vraiment tout, hein, jusqu'à l'exfiltration, il y a tout ce qu'il faut. Et là c'est des copies d'écran du manuel. Et donc, bah, lui, il est affilié lui-même à 4 groupes de ransomware. Donc dans son manuel, il dit bah, vous pouvez utiliser Logbit ou vous pouvez utiliser tel ransomware ou tel ransomware. Il est affilié à ces groupes-là. Et puis sous lui, il a des hackers qui, eux, mènent réellement les attaques. Et lui, en fait, il fait juste, il revend en fait son expertise en attaque. Et évidemment, il en retire de l'argent, hein, il ne fait pas ça gratos. Il prend 20%. C'est incroyable, hein. Et donc, ces groupes, on en a, suivant les études, entre 45 et 60 qui sont vraiment actifs de ces groupes. Il y en a 10 qui sont prédominants. Alors, quand j'ai fait cette présentation, Logbit n'avait pas encore été arrêté par le FBI, etc. Mais bon, on comprend très vite que si Logbit est arrêté, Black Cat va prendre la part de marché, hein. Parce qu'en fait, c'est un marché. Donc, on en fait tomber un, c'est les autres qui prennent le marché. Donc, et après, il y a les sites de... Donc, chaque groupe de ransomware a ses sites pour publier ses exploits, etc. Enfin, c'est vraiment très, très bien organisé. Donc, je ne sais pas si vous faites un peu dans votre parcours de veille de ce type-là, veille de dark web, des choses comme ça. Un petit peu, ouais. Donc, ça, c'est peut-être des infos que vous aviez déjà. Mais nous, on en fait pas mal chez Visiatif parce que même si ce n'est pas directement utile à nos clients PME, ça permet quand même de bien comprendre et donc d'essayer de vulgariser ce sujet-là auprès des dirigeants de PME pour leur expliquer que l'image qu'ils ont un peu fausse du hacker expert et que donc ça ne sert à rien que je me protège parce que de toute façon il sera toujours plus fort que moi, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, en face, ils n'ont pas des experts. C'est pas vrai. Et donc, avec quelques protections assez basiques finalement, on peut s'éviter que ces affiliates-là qui utilisent des procédures pour vous attaquer, quand ça ne marche pas, elles passent à un autre, hein. Donc ça, c'est important. Les vecteurs d'attaque, c'est important aussi. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on sait là où on doit mettre l'accent pour se protéger. Donc là, pareil, quelques études. Celle du FBI, elle est intéressante parce qu'elle montre aussi que souvent, quand on parle de cyber, on pense tout de suite à la faille, on pense tout de suite au phishing, on pense tout de suite à ces choses-là. Et qu'en fait, il y a, en termes d'argent, en fait, c'est la fraude, hein, qui passe en premier, hein. Donc la fraude, c'est ce qui constitue 80% des montants extorqués, c'est des sujets de fraude. Et le ransomware, finalement, il arrive, la demande de rançon, il arrive quand même pas non plus dans le top. Et encore qu'en plus, dans ces chiffres-là, c'est directement l'argent de la rançon qui est pris en compte.
Donc on ne prend pas en compte la perte d'activité pendant qu'on est crypté et tout ça, qui représente évidemment beaucoup d'argent. Donc ces statistiques de vecteurs d'attaque, là où je vous parlais tout à l'heure de méta-études, là sur les vecteurs d'attaque, typiquement, c'est le sujet sur lequel c'est super difficile d'avoir une info qui ne soit pas orientée. Pourquoi? Parce que chaque éditeur ou constructeur de solutions de sécurité va vous expliquer que le vecteur d'attaque contre lequel il vous protège, c'est celui qui est le plus important. Et comme beaucoup des études, c'est Kaspersky, SecureWorks, IBM Security, HP Wolf, forcément chacun y va de c'est ce vecteur d'attaque là parce que moi je protège bien. Donc là ce qui est intéressant c'est que c'est une méta-étude qui a été réalisée sur la base de 7 autres études pour essayer d'avoir quelque chose qui ait vraiment du sens. Et en plus, il y a le rapprochement, je pense que vous connaissez le classement du MITRE sur les types d'attaques. Donc il y a le rapprochement avec les techniques, les ID de techniques du MITRE. Et donc on voit, là, finalement, parce qu'après on se rend compte que tout de suite les chiffres sont bien en dessous, on se rend compte que les 2 vecteurs d'attaque principaux, c'est phishing et attaque de surface. Donc vulnérabilité sur l'attaque de surface. Donc, si on tire la conclusion, pour une PME, premier truc à faire, c'est ça, quoi. Premier sujet à traiter, c'est ça. Là, comme on se considère nous-mêmes comme une grosse PME ETI, je vous ai mis quelques données devisatives, là, pour le coup. Donc nous-mêmes, on essaye de se protéger contre le phishing. Et ça, c'est pour vous donner une idée du nombre de mails frauduleux qu'on reçoit, des systèmes de protection qu'on a, EDR, anti-spam et je vous en passe des meilleurs, et de ce qui passe quand même. Donc ça, c'est pour vous dire que la technique, c'est bien. Donc évidemment, on en arrête plein, c'est super. Sauf qu'en fait, à la fin, là, on a 20 mails. Alors ça paraît pas beaucoup comme ça, mais 20, ça veut dire qu'ils sont super bien faits, ça veut dire qu'ils ont contourné les EDR, ils ont contourné toutes nos protections, ils ont visé pour la plupart du temps nos VIP, donc ils n'ont pas arrosé toute la boîte parce que c'est trop facile à voir, donc ils ont visé notre président, le DAF, en le visant lui personnellement. Donc ça commence à devenir des choses qui sont très difficiles à arrêter techniquement. Donc ça veut dire que le dernier rempart, et ça je pense que vous l'avez vu partout, c'est que vous êtes obligé de sensibiliser vos collaborateurs, à commencer par ceux qui sont le plus durs à sensibiliser sur ces sujets-là, c'est les patrons. Et en tout cas les gens qui ont des pouvoirs finalement sur l'argent, parce que c'est ça que visent les hackers. Ils visent des gens qui ont la capacité, le droit de signature, des choses comme ça. Donc ça, c'est la vraie vie, c'est la vraie vie chez Visiative. On a une direction de sécurité des systèmes d'information. Et malheureusement, il y a 20 mails qui passent. Et heureusement qu'on rabâche à nos patrons, à nos DAF, à nos directeurs. Faites super attention, vérifiez 4 fois les mails avant de cliquer. N'hésitez pas à transférer à la DSSI si vous avez la moindre question, etc. Parce que même s'il n'y en a que 20 qui passent, 20 ça suffit pour créer un vrai gros problème. Et puis le phishing ne déroge pas à la règle. C'est pareil. Donc aujourd'hui, vous avez des plateformes de phishing as a service disponibles. Donc vous voulez mener une attaque de phishing, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous allez sur une campagne de phishing, une plateforme de phishing as a service, vous achetez un kit, vous montez un petit VPS là sur n'importe quel hébergeur en France et vous avez tout ce qu'il faut pour mener des campagnes de phishing. Et vous avez même des techniques aujourd'hui pour bypasser la MFA. Donc là, et ça aujourd'hui on le voit en vrai, on s'est fait hacker plusieurs fois chez Visiative alors qu'on a la MFA. Et la technique d'AITM là, elle marche super bien. Le seul truc qui pour l'instant est résistant à cette attaque, c'est les tokens FIDO2. Oui. Vous parliez de faire justement cette veille sur les pratiques malveillantes. Qu'est-ce que vous utilisez pour faire cette veille-là?
Et ben, alors je sais pas, je pense que si j'en... Alors, sur les données, on utilise des études. Ça, c'est le plus simple. Et encore une fois, il faut multiplier ses sources et faire hyper attention aux études qui sont commanditées par des éditeurs et des constructeurs. Ça, c'est le premier truc. Après, nous, on fait de la veille. Là, typiquement, c'est un exemple. Donc, ta question est super bonne parce que c'est exactement de ça dont j'allais parler. C'est que nous, on va regarder, par exemple, ici sur Russian Market, qui est une des plateformes, un des brokers d'accès les plus en vogue. On va regarder s'il n'y a pas des données à nous dedans. Et quand il y en a, bah on les achète. Alors je ne vous le conseille pas, hein, parce que c'est interdit. On n'a pas le droit de le faire. Nous, on le fait avec l'accord de l'ANSSI. Parce que ça nous est arrivé plusieurs fois aussi, quand on voit des fuites sur des entreprises un peu connues, un peu grosses, on prévient l'ANSSI. Donc on a un accord tacite avec l'ANSSI, on a le droit de le faire. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut acheter en Bitcoin. Donc on est vraiment dans le dark là, hein. On est dans ce que normalement un consultant cybersécu éthique n'est pas censé faire. Mais quand c'est fait correctement, ça peut être intéressant parce que ça permet d'anticiper des attaques. Parce que là, quand on voit que qu'on a un fichier de login password de Visiative qui est sur Russian Market, on se dit potentiellement ce truc il va être acheté par un hacker et il va essayer de l'utiliser pour nous attaquer. Et c'est utile aussi pour nos clients. Il y avait une autre question. Ouais. Est-ce que vous achetez uniquement les données qui vous sont directement liées Éthiquement, on s'y oblige. Ouais. On n'achète aucune donnée qui nous appartient, enfin qui n'est pas censée nous appartenir. Et par exemple, si sur XSS.is ou Richefort, il a été fermé il y a 3 jours, Ouais. il y a par exemple, vous avez du Forti chez vous, il y a une 0 day sur Forti qui est vendue, j'en sais rien, vous avez quand même des gros moyens, donc on va dire non, on ne l'achètera pas. 30 000. Non. Vous achetez pas Non. Ouais, on ne l'achètera pas, mais rien que l'information qu'elle est en vente est déjà intéressante. Oui, voilà, d'accord. Voilà, donc il n'y a pas forcément besoin de l'acheter. Et Une techno qui est utilisée par des centaines de milliers d'entreprises en France et dans le monde, bien sûr. qui est sortie à 1,8 million. Ouais. Et Ouais. ouais, l'information est intéressante. Donc vous faites de la veille sur un peu de C'est ça. sites un peu connus. Ouais. Et vous achetez juste vos infos. On achète nos infos. Restez dans la légalité, entre guillemets. Exactement. Exactement. Et quand on voit des trucs vraiment qui nous paraissent chauds, on prévient l'ANSSI. C'est vraiment on peut pas aller plus loin. C'est déjà les limites de la légalité, ça. Donc faut être hyper prudent. Et voilà, il faut le faire en plus. Enfin, faut prendre vraiment toutes les précautions possibles, hein, parce que c'est quand même la jungle, hein, le dark web. C'est quand même une jungle où potentiellement on peut aussi se faire attaquer, ne serait-ce que parce qu'on est là, quoi. Donc il faut être Là, vous dites que vous achetez des identifiants, mais quelle garantie, de la même façon qu'avec Non, on n'en a pas. Voilà, On n'en a pas. Pas payer parce que ça Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'on le fait vraiment avec parcimonie et qu'on le fait vraiment quand on sent que dans ce qui est proposé à la vente, il y a un truc qui pourrait être dangereux pour nous. On va l'acheter. Mais objectivement, on a dû le faire, je sais pas, l'année dernière, on a dû le faire 3 fois, quoi. 3 fois, et sur des petits montants. Parce que encore, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un fichier avec 200 logins mots de passe de Visiative, ça se vend 10 $. Hein. C'est pas là qu'est la valeur. Hein. C'est justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les 10 $, c'est le pirate qui va les investir pour se dire, ça va peut-être me permettre de faire une attaque qui va m'en rapporter 10 ou 100 fois plus. Donc on ne parle pas de grosses sommes d'argent, là. On parle de choses qui sont plutôt du vol d'informations. Mais c'est vraiment intéressant parce que même sans rien acheter, rien qu'en parcourant là, on peut voir tout ce qui est en vente. Donc déjà rien que cette information, il n'y a pas besoin d'acheter forcément pour que l'information soit intéressante. Bon, ça c'est pour vous expliquer aussi qu'une des problématiques qu'on a dans une boîte comme Visiative, c'est ce qu'on appelle le shadow IT. C'est-à-dire que quelque part, on essaye de se protéger, et puis on a des utilisateurs qui vont utiliser des logiciels, on ne sait pas, ils mettent des données de l'entreprise dedans, on ne le sait pas. Et là, il y a un vrai boulot aussi qui est compliqué d'essayer de traquer ça. Donc ça se traite aussi par de la sensibilisation, ça se traite aussi par quelque part de la charte informatique, c'est-à-dire d'être capable de donner les bons outils aux collaborateurs pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller voir à côté. Parce que ça crée des risques. Ok, on a compris ce qu'on avait en face de nous.
donc on a compris que globalement, c'était pas très compliqué techniquement, hein. Phishing, attaque sur surface d'attaque, vol d'identité, que globalement, c'est des gens qui n'ont pas besoin d'être experts en cyber pour mener des attaques. Que la PME était ciblée, clairement, parce que justement mal protégée et donc faillible à ce genre d'attaque simple. Et donc, la réalité, c'est qu'une PME, c'est super facile à attaquer aujourd'hui. Quelques heures à peine. La plupart des PME, hein, encore une fois, il y a différents niveaux de maturité, mais globalement, le marché fait que ça, c'est un report de Microsoft. Alors Microsoft, c'est intéressant quand même parce que Microsoft, ils sont 80% des PME. Hein. Donc, c'est intéressant de leur stats sur les attaques. Et comme le principal vecteur, c'est le phishing, et qu'ils sont avec Microsoft 365 au cœur du truc, ils ont quand même une belle vision. Et leur étude montre qu'en gros, il faut 1 heure et demie à un hacker. Donc ça, c'est important à comprendre parce que quand on parle de cybercriminalité et qu'on comprend que ce sont des criminels qui cherchent du retour sur investissement, le temps qu'ils mettent à mener une attaque, c'est important pour eux. Ils ne vont pas y passer 4 jours. Hein. Ça ne les intéresse pas, hein, y passer 4 jours. Donc il faut qu'en 1 heure et demie, ce soit plié et qu'ils n'aient plus qu'à attendre la rançon, quoi. Et donc la réalité, c'est 1h12, 1h42. Voilà. Donc c'est... Donc l'exploitation d'une faille, je vous la passe, c'est une petite vidéo, c'est pour vous montrer à quel point, quand on fait pas attention à sa surface d'attaque, à quel point c'est vite fait. Donc ça, je pense que c'est un truc que vous avez dû voir 100 fois en cours. Exploitation d'une faille connue, on va chercher le code qui est tout prêt sur GitHub, on le balance en Python, on prend la main sur le serveur SQL, procédure stockée, shell. Shell, c'est parti, hein, élévation de privilèges. Donc, d'une petite faille sur la surface d'exposition, on est route sur le serveur en quelques minutes. Et il n'y a pas besoin, vraiment, il n'y a pas besoin d'être un expert. Hein. Tout est sur le net. Hein. Il suffit de taper dans Google et les exploits, ils sont là. Donc ça, c'est pour vous dire, nous, donc chez Visiative, depuis 2 ans et demi maintenant qu'on accompagne nos clients, donc qui sont des PME industrielles, et on le voit bien ici dans notre baromètre. Alors le baromètre date de septembre l'année dernière. Donc à l'époque, on avait fait 92 diag exactement, dans 92 sociétés. Aujourd'hui, on est à 150 diag, donc on va ressortir un baromètre, mais globalement, ça va pas... On constate toujours la même chose, hein. Donc ce qui est important de comprendre, c'est, comme tu le disais Jocelyn tout à l'heure, on est quand même un acteur d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc forcément, même si on a, comme vous le voyez, une couverture nationale, on a quand même beaucoup de nos clients qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on est bien d'accord que notre domaine, c'est l'industrie. Donc la plupart des entreprises qu'on a diagnostiquées sont plutôt industrielles. OK, qu'est-ce qu'on constate dans ces entreprises? Eh bien, les basiques. Les basiques. Pas de MFA, d'accord, 80%, pas de MFA. Donc c'est vraiment un truc qui n'est pas encore du tout ancré dans la PME. Pas de budget cyber, pas d'assurance adaptée. Donc ça veut dire que les PME dans lesquelles vous êtes alternant en cybersécu, c'est le haut du panier, il faut vous le dire. C'est vraiment le haut du panier. La plupart, ils n'ont même pas de budget cyber, ils n'y pensent même pas. Si, ils y pensent, mais oui. Ouais. Ouais, c'est une super bonne question. Ouais, j'en parle juste, c'est une super question et du coup j'en parle juste après. Donc tu vas avoir la réponse à ta question dans la slide d'après parce que c'est le nerf de la guerre en fait. C'est-à-dire que le nerf de la guerre c'est l'argent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de prise de conscience du dirigeant qu'il faut mettre un petit peu d'argent dans le sujet pour s'élever à un niveau qui lui permet de passer sous le radar de tous les scripts qui disent dont on a parlé avant, eh ben, il est dans la masse et il se fait attaquer et il paye la rançon. Donc, et vous allez voir, le delta n'est pas énorme. Donc ça veut dire que c'est bien une histoire de prise de conscience parce que quand on voit ce qu'un patron de PME industriel est prêt à mettre dans une machine-outil, en termes d'argent, le budget cyber, c'est peanuts. Donc ce n'est pas vraiment un problème ou en tout cas du prix de la cyber. C'est pas si cher que ça parce qu'encore une fois, on parle de trucs basiques.
Mettre de la MFA, enfin, aujourd'hui, quand vous avez 365, la MFA, elle est juste gratuite, en fait. Il faut juste l'activer, quoi. Et voilà. Et donc, tout ce qu'on va voir là, c'est des choses, franchement, il n'y a pas besoin d'investir des centaines de milliers ou des millions d'euros pour le faire. Les équipes informatiques qui ne sont pas formées. Donc ça, heureusement, vous êtes une génération, là maintenant, il y a des écoles comme Innov Campus qui forment des gens à la cyber. Mais la plupart des gens qui font l'informatique de la PME aujourd'hui, mais ils n'ont aucune idée de tout ce qu'on vient de se dire. Hein. Ils ne savent pas, hein. Ils ne sont pas formés au sujet. Donc ça, c'est un vrai sujet. 67% qui avouent, alors très clairement, utiliser des mots de passe de type 1, 2, 3, 4, voilà. Donc il y a là. Et puis alors ils le disent, voilà. Plus de 60% qui ne mettent pratiquement jamais à jour, ni leur PC, ni leur serveur, ni rien du tout. On est vraiment, je vous avais prévenu, hein, on est vraiment sur les basiques. Hein. Plus de la moitié encore aujourd'hui qui ont des antivirus juste basés sur la signature. Autant vous dire que ça, il y a longtemps que ça n'arrête plus rien. Hein. Voilà, donc si on n'a pas un EDR aujourd'hui, autant même pas avoir d'antivirus, je crois. 44% qui ne sensibilisent pas leurs collaborateurs. Donc rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même s'il y a des solutions techniques, de toute façon, les collaborateurs vont finir par faire une bêtise et ouvrir une faille. Pas de cloisonnement réseau, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, avec l'exemple que j'ai donné dans la PME où le PC industriel il était sur le même réseau que les PC des collaborateurs. Encore 40% qui ne testent pas leur sauvegarde. C'est énorme, hein. C'est vraiment ça, c'est le truc de base. Hein. Je fais des sauvegardes, de temps en temps je les teste pour être sûr que je vais pouvoir remonter le jour où j'ai un problème. Il y a encore 40% qui ne le font pas. Et ce qui est assez marrant, c'est que par contre sur la sécurité physique, contrôle d'accès, ils sont super bons. Mais en fait, parce que c'est pas le risque cyber hein, qu'ils essaient de couvrir, là, c'est la criminalité telle qu'ils la connaissent, c'est-à-dire c'est le vol, ou la dégradation, ou etc. Donc là, les industriels, alors ça, les badges, les caméras, les systèmes d'alarme, ça, ils sont au top. Sauf que les hackers, ils vont pas venir sur le site. Hein. Quand ça marche plus, on le sait parce qu'il y a la compta qui a appelé qui dit ouais, très peu. Ouais. Non, c'est le constat est assez glaçant et on comprend pourquoi les hackers s'attaquent à eux. Hein. Parce que forcément, c'est facile. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, professionnels de la cyber, pour aider ces gens-là? Pas facile, hein. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que on a construit, alors on n'a rien inventé, hein. Vous allez sur la CNIL, l'ANSSI, l'ANSSI a sorti les 13 mesures pour la PME, la CNIL, je crois que c'est 11, enfin voilà, ils ont chacun y va de son truc. Donc on n'a rien inventé, mais on a essayé vraiment de l'adapter au terrain, puisque nous, voilà, 150 diagnostics dans des PME industrielles, on commence à avoir une vision assez claire de ce qu'il faut faire. On a résumé en 10 mesures vraiment phares ce qu'il faut faire, quoi. Par quoi il faut commencer. Donc ces 10 mesures, je ne vais pas vous les lister parce que je pense que vous connaissez et on est encore une fois sur les basiques. C'est lié à ce qu'on a vu qui n'était pas en place. Ce qui est intéressant, réduire ça en 10 mesures, c'est que justement, déjà on a travaillé sur l'accompagnement sur ces 10 sujets-là. Donc pour les aider sur ces 10 sujets-là. Donc en annexe, là je ne vais pas vous les passer, mais en annexe, on prend chaque mesure, on explique en détail comment on peut faire, à moindre coût, de manière assez facile, de quoi on a besoin, etc. Donc ça permet finalement de cadrer le sujet, de leur dire concentrez-vous déjà sur ces 10 mesures. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé le budget autour de ça. En disant, ok, ces 10 mesures-là, il faut que vous les mettiez en place, combien ça va vous coûter? Et donc j'espère répondre à la question du budget. En fait, ce qui se passe sur les budgets, ce qu'on leur dit, c'est qu'ils ont un retard à rattraper. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont devoir quelque part surinvestir parce qu'ils ont sous-investi pendant 10 ans. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un changement de mindset qu'il faut leur faire comprendre, c'est qu'il va y avoir un effort à faire au début. Et qu'après, une fois qu'on a fait l'effort initial et qu'on est dans le bon niveau de maturité, etc., maintenir un budget de sécurité, c'est pas délirant. Donc il y a un rattrapage à faire. Et la question tout à l'heure sur la part, donc nous notre conviction,
c'est qu'il faut l'identifier. Donc, il faut un budget cyber. Ça, c'est important parce que la prise de conscience, elle passe par là, elle passe par combien ça me coûte. Maintenant, aujourd'hui, c'est toujours un pourcentage du budget informatique. Parce qu'on ne va pas se mentir, même si dedans, il y a un peu d'humain, des RH, de sensibilisation, etc., le gros des investissements, hein, c'est la sauvegarde, c'est l'antivirus EDR et potentiellement le SOC manager. Hein, c'est ce qu'on préconise aujourd'hui parce que bon, avoir un EDR, c'est vachement bien, mais si vous ne regardez pas les alertes, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Donc l'idéal, c'est d'aller jusqu'au SOC manager. Voilà, tout ça, ça reste quand même des investissements qui aujourd'hui, historiquement, sont pilotés par les services informatiques. Donc on considère, ce qu'on dit, c'est vous prenez votre budget informatique, vous en allouez un pourcentage que vous allez dédier à la cyber et vous allez tracer ça pour essayer de comprendre. Donc là, l'ANSSI, elle dit 5% du budget IT. Sauf que, encore une fois, l'ANSSI, elle s'occupe que des grands groupes. Les grands groupes, ils ont des budgets IT énormes. Et 5% du budget IT, c'est déjà génial, quoi. On a des millions d'euros pour faire de la cyber. Dans la PME, c'est pas ça. Dans la PME, le budget IT, il est déjà ric-rac. Et donc, si on veut vraiment faire de la cyber sérieusement, on est plutôt à 15% du budget IT. OK. Et même, d'après l'étude de l'assureur Hiscox, qui est un des plus répandus en assurance cyber aujourd'hui en France, un bon budget, c'est 22%. Alors eux, leur point de vue, c'est que pour vous assurer en termes de cyber, ils vous demandent un certain nombre de recommandations, qu'ils ont fait la même chose que nous. Hein. Ils se sont dit, bah, dans une PME, mettre en place toutes nos recommandations, combien ça leur coûte, et ils sont arrivés à 22% du budget IT. Donc en fait, évidemment, la vérité va être entre ces 5, qui est vraiment un strict minimum, et ces 22, qui sont une vue assureur un peu idéaliste. Est-ce que ça répond à la question sur les budgets ? Ouais. C'est assez rare. Ouais, pour le coup, c'est plus dans des grandes entreprises où il y a une... typiquement chez Visiative, aujourd'hui, on est suffisamment mature et on est suffisamment gros pour que le budget sécu, en fait, ce soit une part de plein d'autres budgets. Donc c'est une part du budget SI, mais c'est aussi une part du budget market, c'est aussi une part du budget... c'est ça. Donc quand on est suffisamment mature, on se rend compte qu'il faut de la sécu partout, qu'il faut faire de la sécu by design partout, etc. Et donc il faut avoir un peu de budget sécu dans tous les processus de l'entreprise. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais dans la réalité de la PME, déjà, moi je peux vous dire un truc, c'est que toutes les PME n'ont pas un budget IT. Déjà rien que ça. C'est-à-dire qu'il y a une gestion budgétaire globale de l'entreprise, mais on ne distingue pas, on ne dit pas aux responsables informatiques, bah tiens, toi, cette année, tu as une enveloppe de temps et tu vas faire ça. La plupart du temps, c'est le responsable informatique qui va pleurer quand il a besoin d'un truc. Et comme ce n'est pas au budget, bah forcément, on lui dit non. Donc il faut qu'il pleure plusieurs années de suite pour avoir son truc. Ça c'est la vraie vie de la PME, quoi. Donc voilà, donc la prise de conscience, elle passe effectivement par le fait déjà de dire on doit mettre de l'argent dedans. Oui, je ne fais pas attention au timing, ça tombe bien, on arrive au bout. Donc, pour finir, et ça me fait une bonne transition, ce qu'on dit nous à nos clients, c'est qu'ils doivent reprendre le contrôle sur ce sujet-là. Et le contrôle... oui, pardon. Ouais. Ils disent aux équipes opérationnelles, non, on ne vous donne pas d'argent. C'est ça. Mais si l'entreprise se fait attaquer, c'est la faute des équipes. Exactement. Et c'est pour ça qu'on leur dit ça, nous, à ces dirigeants-là. On leur dit, arrêtez. Votre équipe IT, là, c'est vous qui devez la piloter. C'est vous qui devez comprendre la menace. C'est vous qui devez comprendre les risques. C'est vous qui devez les évaluer. C'est vous qui devez mettre en place les politiques, c'est-à-dire dire, chez nous, dans notre entreprise, notre politique de cybersécurité, c'est ça. Et ensuite, donner les moyens aux responsables informatiques ou aux prestataires, parce que ce qu'on constate souvent dans les PME, c'est que des fois, il n'y a même pas d'équipe interne. Tout a été confié à un prestataire.
Nous, on fabrique des portes de garage. L'informatique, c'est pas notre métier. On a un super prestataire IT local là, qui s'occupe de nos PC. C'est super. OK, qui c'est qui s'occupe de votre sécurité? Bah lui. Vous êtes sûr? Vous lui avez posé la question? On va lui poser la question. Ah non, non, moi je ne gère pas la sécurité. Moi je fais en sorte que les PC ils marchent. Ah, donc en fait, personne ne gère la sécu. Ah non. Déjà, première prise de conscience. Donc la gouvernance, en fait. Alors ça, c'est un mot, souvent, je sais, hein, j'ai été techos comme vous avant. La gouvernance, c'est un mot qui fait peur. Et pourtant, c'est le nerf de la guerre. Parce que s'il n'y a pas la prise de conscience, s'il n'y a pas la gouvernance, s'il n'y a pas les moyens mis en face, l'équipe IT, elle est démunie. Et on se retrouve dans la situation que tu décrivais. C'est-à-dire que le mec à l'IT, il est isolé, il n'en peut plus, il est au bout de sa vie. Ça fait des années qu'il demande à avoir des budgets pour protéger son entreprise et on lui dit tout le temps non parce que la direction n'a pas compris les enjeux. Et quand il y a un problème, c'est de sa faute. Ah, super. et on le remercie. Et on a eu des cas où il y a eu une attaque, donc je te fous dehors. Donc c'est ça qui est important. Et donc, nous, ce qu'on propose à nos clients, et je finirai là-dessus, c'est quelque part de construire ce qui n'existe pas aujourd'hui dans la PME, c'est la gouvernance cyber. Et pour construire cette gouvernance, bah en fait, il faut commencer par mesurer. Donc là, c'est là où on a besoin d'experts comme vous, parce qu'il faut regarder les failles, il faut faire des pentests, il faut quand même avoir cette mesure de dire c'est quoi mon niveau de risque en fait, c'est quoi ma menace. Il faut comprendre, c'est là où nous, on a fait un gros travail de vulgarisation, ce que je vous disais au début. C'est-à-dire qu'on transforme cette matière très technique en quelque chose de vulgarisé qu'un patron de PME peut comprendre. Ça, c'est super important. Et ensuite, il faut piloter. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ma liste de vulnérabilités, que j'ai compris pourquoi c'était important de les traiter, bah après, il faut le piloter dans le temps. Parce qu'un plan d'action sécu, on ne va pas d'un coup comme ça régler tous les problèmes. Donc, il faut savoir ce qu'on a à faire et il faut piloter tout ça. Et donc, aujourd'hui, nous, comme on est éditeur de logiciels, on a développé une plateforme pour faire ça. Alors évidemment, c'est une plateforme, mais il y a des experts comme vous derrière. On fait du pentest, on fait de l'analyse de surface externe, on fait du diagnostic, on met tout le plan de remédiation dans une plateforme de pilotage, et après, on embarque tout l'écosystème de la PME. Donc son prestataire, le responsable informatique, le dirigeant, qui doit venir voir les indicateurs pour voir si son score de sécu il augmente. Et là, on commence à avoir une prise de conscience. Et il y a même des dirigeants qui se prennent au jeu en disant ah, j'ai été D au diagnostic, je veux être B dans 2 ans, on va investir un peu dedans. Et là, les responsables informatiques se sentent moins isolés parce qu'on a mis de la gouvernance. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé.